C'est bon, merci de revenir parmi nous. Donc j'aimerais vous présenter Aurélien Pasquier. On l'a pas fait exprès, c'est vrai. On a cherché nos ancêtres comme on a trouvé pour l'instant. Je pense que c'est un meilleur orateur que moi de toute façon. Ça ne doit pas être la même famille. Aurélien donc, est un entrepreneur depuis plus de 20 ans. Il a créé plusieurs entreprises, une agence de communication responsable, une société de conseil sous la forme d'une coopérative et une entreprise dans l'économie circulaire et l'upcycling. Toutes fonctionnent aujourd'hui alors qu'elles étaient inédites au démarrage. Travailler dans l'incertitude mais avec l'envie dévorante d'entreprendre sont ses graines de manager. Voilà. Son travail aujourd'hui, c'est être architecte de nouveaux modèles de gouvernance et de l'économie durable. Sa mission audacieuse qui est d'autoriser l'exploration de projets fous, un peu comme les nôtres, je pense, résonne comme un appel à l'action pour impacter le monde de demain. Avec un parcours riche, des talents multiples et une passion contagieuse, Aurélien va nous donner les clés pour construire une coopération positive et efficace entre nous et avec nos clients. Alors, tous sur le même rail, cultivons la coopération pour un impact client maximum. C'est chaud. Merci d'accueillir Aurélien. Merci. Je vais juste peut-être demander à quelqu'un d'entre vous de me faire le timekeeping. Je ne sais pas quelle heure il est. C'est moi qui vais le faire. Ouais. On a jusqu'à midi et demi. D'accord. Éventuellement avec les questions. Et là, il est quelle heure? Il est 11h20. Il est 11h20. Donc peut-être vers 11h, midi 10, me faire un petit signe. D'accord. Midi 10. Ça marche, je le saurai. Alors. Je crois que je vais prendre le micro, alors pour des besoins d'enregistrement, mais sinon on s'entendait bien tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous ce matin pendant votre réunion d'équipe. Je vais essayer de vous partager pendant quelques minutes une version, une vision, peut-être un peu disruptive pour certains sujets que je vais aborder avec vous, de comment aborder ces sujets de la réussite pour vous sur le même rail, la même ambition que vous voulez avoir pour 2024. J'ai eu la chance d'assister à votre présentation de ce matin. Donc une très grande ambition pour 2024 et en même temps c'est un certain nombre de défis. Rémi me partageait deux sur les trois des valeurs de l'entreprise que sont adaptables et flexibles. Alors ça m'a beaucoup parlé puisque adaptable c'est même le nom de ma dernière société qui recycle des tables. On réadapte les tables, on fait l'upcycling, donc ça s'appelle adaptable tout simplement. En revanche, vous avez cette valeur d'être adaptable et également la valeur de flexibilité. Et je me dis, tiens, c'est quoi la différence entre adaptable et flexible? D'un côté, je vous ai mis un peu la métaphore que moi j'avais en tête quand j'avais ça, qui est tout simplement l'adaptation, c'est être quelque part le caméléon, pouvoir s'adapter aux situations, pouvoir se transformer en fonction des différents contextes et pouvoir entrer en interrelation et en coopération avec les gens. Alors que la flexibilité, c'est plus l'arbre ou le bambou, le roseau qui est capable, à des moments où ça tangue un peu, des moments de tempête, d'arriver à pouvoir infléchir sans casser. C'est un peu aussi le sujet entre quelqu'un qui serait potentiellement fragile ou quelqu'un qui serait vulnérable. Souvent on dit que c'est une personne fragile, quand c'est fragile, ça peut casser. Quand c'est quelqu'un qui est vulnérable, il y a la possibilité de pouvoir se transformer, lâcher prise pour aller un peu plus loin. Donc voilà ce que ça m'évoquait, vos différentes valeurs que vous annoncez. Et moi j'aimerais vous partager 3 clés que l'on va voir ensemble pendant ce petit temps que l'on partage.
partage. D'un côté, le sujet d'entreprendre des projets. Donc je vais utiliser les mêmes sujets que j'aborde avec des entrepreneurs, sachant que vous l'êtes plus dans le mode intrapreneur. Vous intraprenez des projets. Et quand on va vers des sujets complètement nouveaux, on a besoin de pouvoir se mettre en adéquation, de pouvoir se mettre dans une posture bien particulière qui nous permet d'intrapprendre. On va également aborder un sujet qui est faire équipe. Et on accueille Cécile, bienvenue Cécile. Prenez place tranquillement. Donc faire équipe, effectivement, qui est, on n'a pas forcément fait le tour du sujet, et là je vous présenterai une vision un petit peu particulière. Si certains m'ont suivi en tout cas sur les réseaux sociaux récemment, si vous aviez eu le nom dans les présentations ou pas, je ne sais pas, ou si je suis une surprise pour vous, j'en sais rien. En tout cas, j'ai sorti un article sur ce sujet d'être dispensable ou indispensable et de ce que ça reflète dans l'entreprise. Voilà, qui a beaucoup inspiré beaucoup de chercheurs en management, et donc je vous partagerai l'état de ces recherches-là. Et enfin, pour arriver sur ces sujets de coopération, d'intégration, de collectif, et même parfois de sujets un peu autour du conflit qu'on peut avoir quand on travaille avec les clients en extérieur, quand on n'arrive pas à se comprendre, et c'est pas forcément toujours qu'en extérieur. En revanche, tout l'enjeu, c'est de vous donner des clés, des envies, et de voir que, même si parfois c'est pas tout rose dans la communication, il y a plein de petits sujets qui nous permettent de pouvoir réussir dans les projets entrepreneuriaux, voire même, ça va peut-être vous servir au niveau perso. Alors, une phrase que l'on a souvent vue ou entendue, qui est « Tant que l'on ne sait pas où on va, on ne risque pas d'y arriver ». Qui est d'accord avec cette phrase ? Voilà. Qui est une version, une vision et une approbation du sujet de la stratégie. Donc si on a un point, si on a un objectif précis pour y arriver, il nous faut un point de départ. Or, quand on intraprend, quand on est sur des projets novateurs où tout n'est pas enclenché, où tout n'est pas encore trouvé, quand on est parti, quand Christophe Colomb est parti quelque part, il ne savait pas où est-ce qu'il voulait aller. Il avait une envie de quelque chose, il avait un désir, un futur souhaitable, mais il n'avait pas un objectif. C'est deux modes de pensée différents, soit le chaînage avant, soit le chaînage arrière. Le chaînage arrière, j'ai un objectif précis et je pense en arrière tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre les stratégies. C'est énormément ce dont vous avez parlé ce matin, ça s'appelle la méthode causale. Moi, je vais vous parler d'autre chose, qui est une posture qui a été révélée et primée en 2019 pour la chercheure qui s'appelle Saras Sarasvati et qui s'appelle l'effectuation. Donc, c'est pas toujours vrai, cette phrase, puisqu'il y a plein de sujets. D'ailleurs, je vais vous poser la question, saviez-vous, il y a 15 ans, que vous seriez ici ? Ici, je ne veux pas dire à Lésigny, je veux dire ici, à votre poste, à votre place, à votre rôle. On ne va pas faire un tour de table, mais de salle, probablement que, comme la plupart d'entre nous, non, vous ne le saviez pas. En revanche, si vous regardez en arrière, vous êtes capable de savoir tous les points clés, toutes les décisions que vous avez prises pour en arriver là. Vous avez donc été acteur et actrice de votre vie, de vos projets, de vos boulots, sans avoir tout planifié. On va revenir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? C'est qu'on navigue en incertitude. Donc, il y a tout ce qui est prévu, tout ce qui est planifié, tout ce qui est la routine. Et il y a des gens qui aiment ça. Je vous invite à aller voir Perfect Day, avec la chanson de Lou Reed qui va avec, pour ceux qui l'ont vu.
qui est une apologie de la routine. Alors, moi qui aime bien tout ce qui est innovateur, le changement tout le temps, eh bien j'ai été sacrément admiratif de ce sujet-là, de ce qui arrive. Et puis il y a les choses qu'on ne sait pas. Par exemple, la capitale de l'Azerbaïdjan. Je ne sais pas quel est le nom de la capitale de l'Azerbaïdjan. Mais je sais où la trouver. Donc pour moi, ça c'est incognita. Et il y a des sujets, je ne vais pas pouvoir vous donner d'exemple, parce que si je vous donnais un exemple, ça ne marcherait pas, que je ne sais pas, qui sont vraiment inconnus. J'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas, je ne peux même pas les avoir en tête. Et là, on est dans l'inconnaissable. Or, vous allez rentrer pour certaines parties de votre activité cette année dans des sujets inconnaissables. Et plus on va avancer, plus il va y avoir des sujets inconnaissables. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les enjeux écologiques qui viennent, tous les enjeux sociaux, et il va falloir transformer les organisations. Alors moi, c'est mon grand kiff d'accompagner les structures à se transformer dans ces moments-là. On a l'impression qu'on n'est pas en sécurité, et bien on va essayer de réfléchir ensemble pendant ce petit temps, comment faire pour avancer dans l'inconnaissable en sécurité. On va déjà utiliser le oui et en plus plutôt que le oui mais. Alors, en réunion, on a tous entendu, voire même on a tous dit, moi le premier dans mes équipes, et puis il y a quelqu'un qui apporte une idée, tiens, on pourrait faire ça, oui mais ça ne va pas marcher, pour telle raison, pour tel point, et argumenter et justifier sans doute. En revanche, si on coupe l'idée dès le démarrage, il y a peu de chances qu'on arrive à l'idée 2, puis à l'idée 3, puis finalement à l'idée 10, alors que les 9 premières étaient complètement folles et inopérantes. Mais l'idée 10, elle est vraiment pertinente. Or, si on coupe cette partie-là, on n'y arrivera pas. Alors en fonction du temps, tout à l'heure, on jouera un petit peu au jeu oui et en plus, que vous pouvez faire en équipe. Quand vous êtes en réunion de bureau, au bureau en réunion, quand vous êtes sur un sujet plutôt d'apport d'idées, vous prenez une petite mascotte, un petit crocodile ou ce que vous voulez, et le premier ou la première qui dit oui mais, hop, vous poussez le petit crocodile comme ça en disant ah, là t'as croqué l'idée. Essayez le oui et en plus, c'est pas facile. C'est-à-dire que quelqu'un donne une idée et vous reprenez son idée en commençant par oui et en plus, et vous continuez. On est presque dans une logique que certains artistes font à l'extérieur, qui s'appelle l'improvisation. Vous avez peut-être vu des spectacles d'improvisation parfois. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver, mais on prend et on envoie. Et on envoie, et on envoie, et on envoie. Idée 1, idée 2, idée 3, et l'idée 10, alors que les 9 premières étaient folles, l'idée 10 est juste incroyablement intéressante. Alors les principes de l'effectuation, ils sont au titre de 5. Donc c'est les fameux principes de quand on ne fonctionne pas en mode causal, en mode stratégie, puisque tout ce qui est la mode stratégie, le mode projet, c'est plutôt vous les experts par rapport à moi. Vous connaissez toutes ces histoires-là, vous connaissez les jalons, vous connaissez la vision, les missions, les tâches, les moyens, etc. En revanche, quand on n'est pas dans cette partie-là, quand on est dans l'incertitude, on va utiliser ces fameux 5 principes. Le premier qui est tout simple, qui est de démarrer avec ce que vous avez. Plutôt que d'imaginer des moyens complètement farfelus, est-ce que pour démarrer le projet dont j'ai besoin, je vais démarrer avec ce que j'ai autour de moi, tout simplement. Moi, quand j'ai lancé ma première entreprise, j'avais 5 000 € plus l'ARS ou l'ACRE, qui est, je ne sais pas si vous connaissez pour certains, mais des aides. C'est-à-dire que je renonce à mes aides de France Travail, maintenant, j'en récupère la moitié pour monter l'entreprise. Et je pars avec mes 10 000 € pour monter ma première entreprise. Certains vont arriver et vont lever le fonds et vont commencer plutôt avec 500 000 que 10 000. On est sur un autre projet, ils ont ces moyens-là. L'autre sujet, c'est de raisonner en perte acceptable. On imagine que les gens qui intraprennent sont des visionnaires, voire même des téméraires. Rien de tout ça. Tout fonctionne en perte acceptable. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour engager cette petite folie, cette petite envie, cette grande ambition
qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Ça peut être de l'argent, j'en parlais tout à l'heure, mais ça peut être je suis prêt à être absent de chez moi 2 soirs par semaine. Ou alors, non, il y en a, c'est pas ok, ce sera tous les soirs chez moi, point. Donc là, chacun a sa vue. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour ça? Et ce raisonnement en perte acceptable, vous verrez, même dans vos familles, même dans votre environnement, on fonctionne presque tous avec ce système-là. On n'est pas des grands téméraires à vouloir sabrer toutes nos ressources. Le troisième point, qui est obtenir des engagements. Ça, c'est la capacité, quand on démarre un projet, vous allez parfois devoir être leader. Pas leader, le chef, celui qui a le rôle, l'étiquette du leader du groupe, mais leader dans une idée, leader pour embarquer. Leader parce qu'il y a un problème et que vous allez le transformer en problématique. Et une problématique, ça se résout en coopération avec les autres. Il va peut-être falloir accepter des contraintes. Ce ne sera peut-être pas ma préférence. Et l'objection, elle sera entendable et on pourra avancer. Et vous allez réussir avec votre charisme, à savoir soit vous êtes un très fort charisme, capacité de prendre des micros et d'emmener le monde, etc. Soit vous avez plutôt un tempérament plus réservé, timide, mais courageux, consciencieux, laborieux, qui va mener les choses sur lesquelles vous êtes peut-être des gens qui préparez les projets en grande sécurité, et on a besoin de vous pour ces choses-là. S'il n'y avait que des youtouloulous dans les groupes, on n'avancerait pas. Donc, imaginez dans votre groupe quels sont les tempéraments des uns et des autres, et le vôtre, c'est le bon pour avoir votre propre leadership à votre manière. Et pas celle où on voit sur tous les réseaux sociaux, c'est comment devenir Steve Jobs, ou ce ne serait pas un monde cool avec que des Steve Jobs. Un qui n'est pas facile, c'est tirer parti des surprises. Pourquoi il n'est pas facile? Parce qu'on n'est pas toujours dans le mood, dans l'envie d'avoir une nouveauté qui arrive. Je parlais de la routine, du quotidien, il y a des moments, c'est tranquille, c'est comme hier, et ça me va bien que ce soit comme hier, et on continue. En revanche, la plupart des gens qui ont trouvé quelque chose, par exemple, on vous donne des citrons, ben, faites de la limonade, alors que vous aviez prévu de faire du jus d'orange. Sauf qu'on vous a donné des citrons et pas des oranges. Donc cette capacité à changer par rapport à ce qu'on vous donne. Donc d'un côté, il y a le sujet de la stratégie. Par exemple, si je dis comment est-ce qu'on va traverser la rivière, j'aurais adoré avoir un sujet comme à l'aéroport avec le petit métro automatique là, mais j'ai pas réussi à trouver parce que j'ai découvert le sujet et puis c'est pas mon métier. Mais imaginez, on doit traverser l'aéroport ou traverser la rivière. On peut commencer en mode effectuel à se poser la question comment je vais traverser. Mais si on a décidé après, on fait un pont, là on ne fait plus d'effectuation. Le pont il doit être comme ça, là il y a une ingénierie qui va derrière, il faut le mettre en œuvre. En revanche, à l'intérieur de ce projet-là, tout d'un coup il va y avoir des difficultés qui n'auront jamais été pensées, qui n'auront pas été prévues. Ou non planifiées, mais on sait que ça va arriver. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est capable de tirer parti d'une surprise? Ah, il y a ça, il y a ça, il y a un tel, allez hop, on y va. Et enfin, c'est oser créer le monde que vous voulez, oser créer le projet que vous voulez. Et là, j'en reviens à ma première question de tout à l'heure qui disait, est-ce qu'il y a 15 ans, vous saviez où vous en étiez? Dans les projets entrepreneuriaux ou intrapreneuriaux, on pense effectivement, et on nous a toujours dit ça dans les écoles, mettez une vision à long terme, mettez un point, un objectif pour l'atteindre. Ce qu'a révélé ce sujet-là, c'est que la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a plein de futurs souhaités. Avoir une vision, avoir un futur souhaitable permet d'engager vers un point les équipes de regarder. Mais si on tire parti des surprises, on va avoir plein d'intersections. Visiblement, vous n'aviez pas préparé que M. Didier, pas son nom, vous avez parlé de Didier, voilà. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et intersection de l'entreprise, et intersection, et intersection, et intersection. Il va y avoir des choix qui vont être faits. Vous allez faire des choix dans votre poste, vos métiers, et ainsi de suite, qui vous permettent d'avancer et d'intraprendre.
Donc là où avant on disait il faut prédire pour contrôler, aujourd'hui vous pouvez ajouter une pièce à votre puzzle. Cette première est bonne parfois, mais il y a aussi, vous pouvez contrôler tout sans prédire, c'est-à-dire ce que vous avez fait aujourd'hui de votre vie jusqu'à maintenant. Ce n'est pas une notion forcément intuitive qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Dans un projet, donc, si je résume, on l'a sur ce schéma-là, qui est, on a une surprise, quels moyens j'ai, pour quel but j'avais au début et qu'est-ce que je suis prêt à perdre pour pouvoir y aller. Je vais avoir des interactions et je vais engager des personnes et je vais engager un patchwork et pas forcément que mes collaborateurs. Il va y avoir les partenaires parce que les clients vont être les premiers partenaires de mon idée pour ensuite arriver sur peut-être un nouveau but qui n'était pas du tout prévu. Ou alors, ça va peut-être demander des nouveaux moyens, et on continue la boucle. Voilà une petite introduction dans une nouvelle possibilité que vous pourrez avoir à mettre en œuvre demain en termes de posture. Donc ce ne sont pas des règles, ce sont des principes, ce sont des éléments de posture pour vous mettre dans une situation face à l'incertain, face au monde qui change presque systématiquement de nos jours et qui s'accélère. Avec ces outils-là, cette perception, vous allez trouver ces mouvements beaucoup plus agréables parce que maintenant, c'est vous qui décidez. Avec une petite citation, naviguer dans l'incertitude, c'est donc être capitaine de son propre destin. J'aimerais aborder également ce sujet-là de la posture de l'expert et de la posture de l'effort, pour aller sur le sujet finalement de l'efficience versus la performance, ou l'efficacité plutôt. Souvent on dit, allez, il faut être efficace. Mais pour être efficace, il faut mettre tout en œuvre avec tous les moyens possibles. Donc très cher, beaucoup de temps peut-être, ou le moins de temps possible, il va falloir tant pis pour la santé, etc. Moi j'aime beaucoup le principe d'efficience. Alors, c'est pas être flemmard, c'est optimiser les ressources pour être le plus précis, le plus économe. Alors, on peut très bien aller le rapprocher à des sujets financiers, comment dégager de la marge, parce qu'il va falloir être attentif à de la marge, j'ai entendu ça tout à l'heure, et c'est ultra important en entreprise pour rester désirable, pour rester ambitieux. Mais c'est également l'efficience sur votre santé, sur la sécurité, sur tout ce qui est avec. Comment est-ce qu'on peut travailler ça? Je vous pose une question, puis je vais faire un petit silence, parce qu'il y a certaines questions comme ça que je vous poserai. Pourquoi jugeons-nous sans valeur ce qui nous est facile? La plupart du temps, quand il y a quelque chose qui vous est facile, vous dites petit, juste. C'est des mots qu'on va retrouver. Ouais, non, j'ai fait un petit tableau là, je t'ai juste donné ça, comme ça. Moi, ce que je vois de l'autre côté, la personne, elle m'a fait un tableau de malade, d'un truc, j'aurais mis 2 heures à le faire, et c'est juste extraordinaire pour moi, avec la petite expression qui va avec. Soyez attentifs pour vous-même, dans vos familles ou dans vos équipes, quand quelqu'un commence à dire des petits justes, des petits, j'ai fait ça, presque pour dénigrer le travail qui a été fait. On est proche d'un sujet qui peut être l'expertise ou même l'excellence, le talent. Mais comme c'est facile, eh ben, on n'y met pas de valeur. Parce qu'on ne reconnaît pas que pour les autres, ce ne soit pas forcément facile. Moi, par exemple, j'ai de la facilité à aller dans les sujets complexes, voire même j'aime ça. Et plus c'est complexe, plus j'arrive à en trouver quelque chose pour en sortir une idée rapidement sans avoir à faire tout un process. Quand j'ai été en agence de communication, c'est finalement mon métier qu'on me demandait de faire quotidiennement. Aujourd'hui, je travaille pour inventer les nouveaux modèles économiques durables. Pareil, grosse complexité, peu d'infos, pas de process, etc. Et il faut aller trouver des sujets. Je suis à l'aise. En revanche, la complication, ce qui est compliqué pour moi, c'est compliqué. Voilà. Donc dès qu'il va falloir processer, organiser les choses de manière très formelle et ainsi de suite, eh ben, je vais m'appuyer sur quelqu'un d'autre. Avant,
je ne mettais pas de valeur à ce sujet-là. Aujourd'hui, je l'utilise, j'en fais même mon métier, et je vois bien la valeur. À quel moment je peux y aller, à quel moment je vais devoir être en situation d'effort. Et l'effort, eh ben, ça coûte plus cher. En tout, en finance, en santé, en énergie, etc. Malgré tout, on aime bien être dans la posture de l'effort, parce qu'on grandit. On va chercher, on va plus loin, on doit aller se former, on devient expert de quelque chose, on apprend, on a des connaissances qui viennent en plus, etc. Donc, on aime bien souvent avoir un challenge. Et tant mieux, gardons ces challenges-là, qui sont super intéressants. J'adore la montagne. Et bon, aller en haut, forcément, ça va tirer un peu. Mais j'aime beaucoup. Malgré tout, il y a des choses, je les fais en un claquement de doigts. Et là, pour l'organisation, puisqu'on va parler de ce point-là, mais vous pourriez très bien l'avoir dans la famille, pour l'entreprise, les trucs que vous faites en un claquement de doigts, essayez de les visualiser. Et comme pour vous, ça va être dur, ben, je vous invite en équipe à faire du flagrant délit d'excellence. Vous dénoncez la personne en disant « Ah, t'es prise en flagrant délit, là tu viens de nous faire un truc extraordinaire en 3 secondes. » Essayez de mettre des mots sur ces flagrants délits, aidez-vous les uns les autres à voir ces flagrants délits d'excellence. Et après, une fois que vous avez dans votre équipe un peu les différents talents de l'équipe, vous saurez qui activer à quel moment. Voire même essayer de le voir chez les clients, chez les partenaires. Si vous leur expliquez ces petites choses-là, ils vont être hyper contents d'apprendre ce genre de choses, et deux, de le partager avec vous, et en plus de se dire « Ah oui, je suis intégré dans l'équipe, et dans cette équipe projet, j'ai besoin de Stéphanie, de Nicolas, de Ahmed, parce qu'ils ont leur petit talent, et ça c'est hyper appréciable et hyper agréable pour créer de la cohésion et de la coopération. » Donc voilà, ce petit sujet de l'expert et de l'effort. Essayez d'être le plus souvent dans votre situation d'expert en étant efficient, même si, comme ça, vous dites que ça n'a pas de valeur, le petit truc que vous faites en 3 secondes. Et puis, accordez-vous quelquefois du temps pour grandir, pour vous former, pour vos challenges, mais essayez de le faire en mode plutôt, je sais pas, 80, 20, 60, 40%, malgré tout, pour aller chercher l'efficience pour l'organisation. Finalement, c'est un peu la différence entre un jazz band et un orchestre symphonique. Quelle est la différence entre les deux? Allez-y. L'improvisation. La partition. L'impro, la partition. Pardon? La quantité, ouais, alors j'aurais pu prendre un petit orchestre et un gros jazz band. Ouais, tout à fait. Un chef d'orchestre d'un côté, et dans le jazz band, Il y a un leader. il y a un leader, ou parfois des leaders. Ouais. Mais il n'y a pas forcément de chef d'orchestre. Pourtant, on peut apprécier les deux systèmes. À quel moment, encore une fois, c'est pas pour dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste s'ouvrir l'esprit en se disant, parfois il faut que je sois, on l'a dit au début, adaptable pour un meilleur service client ou flexible. À quel moment je dois être en mode jazz band et à quel moment je dois être en mode orchestre. Là aujourd'hui, ah oui, je vous ai pas dit, on va chanter après. Non, c'est une plaisanterie. À quel moment, donc là, je suis devant vous, etc. Mais finalement, la plupart du temps, vous êtes plutôt en mode petites équipes jazz band. Et effectivement, dans le jazz band, il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas forcément une partition, même s'il y a un thème qui est lancé. Et ensuite, il y a des solos. Et on y va. Et ça permet de gérer par des regards, par des petits codes qu'on a entre nous, qui sont différents d'un groupe à l'autre, etc., pour réussir à embarquer presque une improvisation incroyable. Dans le mode symphonique, effectivement, là on a une partition. Néanmoins, il y a une interprétation de la partition qui est donnée. Et
un chef d'orchestre qui va donner le tempo. Et quand on a tout ce monde-là ensemble avec autant de difficultés, c'est probablement vraiment la bonne technique de pouvoir choisir le mode orchestre à ce moment-là. Donc sachez identifier à quel moment vous êtes en mode orchestre et à quel moment vous dites « Allez, là, on a plutôt besoin de sortir les trompettes et le côté jazz band pour pouvoir avancer sur notre projet. » C'est pas forcément des liens qui sont en lien avec jazz band et orchestre, c'est plutôt de se dire, chez le jazz band, comme chez l'orchestre symphonique, qu'est-ce qui va créer la maturité d'un groupe? Ce serait quoi les indicateurs? Qu'est-ce qui crée l'esprit de groupe? À quoi vous pouvez le reconnaître? Alors ça, vous l'avez peut-être fait déjà en team building ou en notion d'équipe, vous le partagez entre vous. Je le parcours rapidement parce que c'est toujours bien de le faire. Si on commence à voir des dévalorisations, sentiments d'insécurité, je vais quand même donner des exemples parce que je les ai vus 1000 fois dans mes équipes et ça continue. Il faut que chacun d'entre nous, on soit vigilant là-dessus. La petite blague, avec le bouc émissaire, on fait une petite blague et puis une deuxième et puis ça devient une private joke. N'empêche que tous les jours, il y a une personne qui a le droit à la même petite blague désagréable. Bon, à éviter. La contagion des émotions, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui fait peur, etc. Et puis, ça part. Qui, dans le groupe, va réussir à endiguer la contagion de l'émotion et mettre un petit peu de rationnel, même si, on va parler tout à l'heure, que le sensible est super important dans l'équipe. Si on ne le reconnaît pas, on va se planter. Néanmoins, quand il y a une grosse émotion, notamment les émotions de tristesse, de colère, tout ce qui vient ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être là à un moment pour prendre un peu de hauteur et endiguer cette propagation? Quand il y a une absence de projet, quand il y a des phénomènes de clan. Alors clan, c'est vraiment non, tu es là et toi tu es exclu. Tu es dedans, tu n'es pas dedans, et ainsi de suite. Qu'il y ait des groupes de sympathie et go, on adore ça. Et vraiment le phénomène de clan négatif. Les réunions peu productives. Bon, là on connaît tous ces éléments. Tout ce qui est faible implication. Alors moi, ce que dans mes équipes, c'est si tu te tais, si tu t'ennuies, si tu n'as rien à dire dans la réunion, tu t'en vas. Si tu n'as rien à apprendre, ne reste pas, tu as forcément autre chose à faire. L'apparition de bouc émissaire, on l'a dit, et puis cette opacité mutuelle où, alors parfois on entend vie pro, vie perso, je coupe, vous ne saurez rien. Quand j'ai appris une fois que j'avais mon rédacteur qui était président d'un club de pétanque avec plus de 1000 adhérents, il gérait des événements et des nombres de personnes, je me suis dit, mince, je suis passé à côté d'une de ses compétences qu'il aurait carrément pu mettre en œuvre parce qu'il aime faire ça, sans déborder sur sa pétanque, mais juste parfois quand on livre 2-3 sujets, l'idée c'est pas que tout le monde vienne faire de la pétanque au boulot après, c'est son espace, etc. Néanmoins, ça parle malgré tout de nous. Qu'est-ce qu'on peut livrer au groupe de nous pour permettre de rentrer dans ce sujet du sensible? Normalement, quand on arrive à faire ça, eh bien, il se passe ce qu'il y a dans la partie gauche. On arrive à régler des soucis et des problématiques de manière bien plus aisée. Il y a l'intégration des nouveaux. Vous allez avoir ces sujets-là parce que la progression de l'entreprise va faire l'intégration des nouveaux et puis les rotations d'équipe. Quelle est la capacité à intégrer les nouveaux? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Vous avez des petits rituels? Si vous n'en avez pas, mettez des petits rituels pour l'intégration des nouveaux. C'est jamais agréable d'arriver dans un nouvel espace, sauf si on se sent accueilli, si on se sent reconnu, si les gens s'intéressent à nous et attendus. Ça, c'est encore plus agréable, exactement. Donc la lucidité mutuelle, le bon moral, la solidarité. Alors la solidarité, ça c'est un gros sujet. Parfois plutôt de solidarité qu'on voit beaucoup au sujet de la vulnérabilité. Hier soir, j'étais avec des SDF, faisant un atelier pour apprendre à parler aux gens de la rue. Parce que moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ces sujets-là. Je m'y prends toujours mal. Voilà, entre donner de l'argent ou un sandwich ou quelque chose. Et donc là, c'est l'association Entourage qui nous a formés en tant que dirigeants à essayer d'embarquer et nous-mêmes et nos équipes sur le sujet. Et dans le sujet de la solidarité, là, on est vraiment sur les personnes vulnérables et en fragilité.
Alors que ça peut juste être solidaire. Je suis solidaire de mon copain, ma copine, du client qui vit quelque chose, je comprends ses contraintes, et ça veut dire quoi? Être solidaire, de rentrer en solidarité. Est-ce que vous arrivez à avoir des indicateurs là-dessus? Je l'ai vu dans mes équipes. Et vous avez vu quoi? Vous avez constaté quoi? Mesurer cette solidarité, c'est fantastique et c'est très honorable, ça rend les choses très joyeuses pour l'équipe. Bien sûr, l'ambiance joyeuse, est-ce que dans vos équipes, on parlait de l'excellence tout à l'heure, un peu du talent, de la potion d'expert, souvent dans une équipe, il y a quelqu'un qui aime bien organiser les trucs. C'est souvent cette personne-là, ou ces personnes-là qui font les anniversaires, les team building, qui organisent, qui relancent, qui trouvent qu'il n'y a pas assez, etc. Et si c'était un maillon fort de l'équipe? Parce que sans ça, il n'y a plus rien qui s'organise. Sans ça, c'est pas ça le mot. Sans elles, sans ces personnes-là, ça ne s'organise plus. À quel moment on les reconnaît et on les met en place pour avoir cette ambiance joyeuse? Et le bien-être en entreprise, c'est pas l'affaire du dirigeant. Le bien-être en entreprise, c'est une conséquence positive de l'implication de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je fais pour qu'il puisse y avoir du bien-être? Bien sûr, les dirigeants et les managers mettent en place des choses, peuvent tacler très clairement ce sujet-là. Mais la plupart du temps, c'est une volonté. Personne ne veut du mal-être. En revanche, le bien-être, c'est vraiment un travail collectif et chacun doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour engager du bien-être dans mon équipe? Qu'est-ce que je fais moi au quotidien? Et sourire, ça c'est une grosse partie du boulot, hein. Sourire le matin, les bonjours, etc. Mais ce qu'il y a après, des blagues sympas, du partage, et tout ce que vous pouvez imaginer, mais c'est un sujet collectif. La capacité à faire utiliser ces modes de fonctionnement, et puis bien sûr d'attendre des résultats productifs, puisqu'on est quand même là pour bosser ensemble, en tout cas dans le cadre de l'entreprise. Ensemble, on est plus que la somme de nos parties. Être dispensable, c'est la clé pour renouveler et faire, il y a deux et, sans doute parce que c'est énorme, faire briller l'équipe. Soyez donc leader et dispensable. Alors ce sujet-là, il n'était pas intuitif pour vous, hein, parce que dispensable, on n'a pas tellement envie d'être dispensable. Mais réfléchissez. Donc voilà un des sujets où j'arrive avec les petits piments dans les équipes et des sujets de recherche que je mène. J'ai monté toutes mes entreprises depuis 20 ans là-dessus et ça fonctionne très bien. Si on cherche à être indispensable dans une équipe, pourquoi est-ce qu'on essaye de faire ça? Souvent parce qu'on a peur d'être remplacé, peur d'être inutile. On va essayer de l'utiliser peut-être pour négocier un salaire. Attention, si je pars, c'est grave. On crée avec ce pouvoir d'être indispensable une forme de tension, de situation conflictuelle qui est généralement plutôt pas très pertinente. En tout cas, elle est à court terme. C'est un projet qui est très court-termiste et qui a des effets dévastateurs. On est plutôt sur un système de cercle vicieux. Réfléchir en équipe. Alors là, bien sûr, les équipes de direction doivent embarquer et sécuriser ces sujets-là si c'est un intérêt pour l'entreprise. Mais réfléchir à être dispensable, c'est se dire l'entreprise et l'organisation va aller plus loin que moi. Donc là, on sort du côté de jazz band. Jazz band, c'est quelques gens excellents, et puis si on perd un tel, déjà il n'y a plus le nom, il n'y a plus le leader, donc c'est fini. Mais c'est pas durable. Si nous, on veut avoir des structures qui soient durables, au-delà d'un dirigeant qui vient, qui s'en aille, au-delà d'un expert de l'entreprise, homme ou femme clé, qui soit là et qui s'en aille et qui ça mette en péril l'entreprise, si on a une entreprise qu'on essaye d'emmener dans l'efficience économique, dans les business durables, alors il faut essayer de faire en sorte de monter en compétences collectives. Moi, ce que je demandais à mes équipes, c'était d'avoir leur sujet d'expertise et deux sujets autour d'eux connexes.
où ils étaient en capacité de remplacer leurs collègues pour les vacances, pour des arrêts maladie, etc. Ce n'est pas les experts, ce n'est pas les champions du monde. N'empêche qu'ils sont quand même capables de le faire. Ils savent où est la connaissance, ils savent où sont les informations, ils sont capables de remplacer, de prendre le client, etc. Et l'expert, il tire le groupe avec lui quand il avance, quand elle va se renseigner, quand elle fait de la veille, quand elle suggère des innovations. Elle embarque, vous savez, c'était dans l'effectuation, la notion de patchwork fou. On embarque des gens avec nous. On a l'impression, on pourrait s'imaginer, mais oui, mais si je fais ça, on va me remplacer, je serai inutile. Mais non, à l'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus important des gens qui embarquent comme ça. On voudra vous garder tout le temps et pour les meilleurs sujets. Et si un jour vous avez un autre projet, eh bien vous poserez les choses comme vous avez embarqué des gens avec vous, vous pourrez discuter tranquillement en disant bah, j'ai un autre projet maintenant, j'aimerais partir. Et les sujets de séparation, parce que parfois ils arrivent, se passent bien mieux. Alors que si on est sur ce sujet indispensable, c'est très tendu à chaque fois. Donc réfléchissez à ce sujet de comment embarquer vos collègues qui sont autour de vous dans les projets, comment les former, comment se partager de la veille, des techniques de développement personnel, techniques de gestion de projet, pour devenir des leaders indispensables. Alors c'est un petit jeu de mots pour ceux qui connaissent, il y a une grande formation de leader qui s'appelle leader et responsable. Bon, là, c'est un petit jeu de mots qui va avec. Bien sûr, tout à l'heure, on pourra revenir là-dessus sur les mises en œuvre de la dispensabilité. Et parfois, on a essayé de tout faire, on est en mode effectual, on est prêt à voir les surprises. Ouais, je vois un carré que je ne voyais pas avant. En revanche, quand moi je vois le carré, eh bien, mon client, il voit le rond. Et là, ça se passe mal, parce que je lui dis, mais non, c'est un carré. Et le client dit, mais non, c'est un rond. Et qui a raison? Les deux. Eh bien, les deux. Donc, est-ce que c'est le client qui gagne parce qu'on dit le client est roi? Je pense qu'il faudrait que définitivement on fasse sauter cette phrase-là qui pète les sujets de coopération et qui empêche de rentrer dans « non mais je ne peux pas, c'est pas possible, comprends mes contraintes à moi, je vais comprendre tes contraintes à toi, on ne fera peut-être pas le truc le plus fantastique du monde, mais on va essayer de faire un projet, peut-être qu'on aura des objections à un moment, et que ces objections, on va les traiter en groupe. Et à partir... Alors une objection, c'est très précis, hein. Quand on parle de coopération, une objection, c'est « je ne peux pas vivre avec ». Si ça se passe comme ça, c'est pas possible. Et il faut réussir à emmener le groupe vers, non pas le « je ne peux pas vivre avec », mais « je peux vivre avec, c'est pas ma préférence, et pour l'instant, j'ai pas d'autre idée, alors on va y aller comme ça ». Et c'est ça ce qu'on dit en entreprise, parce que c'est jamais tout rose, tout blanc, comme dans les films où tout d'un coup, il y en a un qui prend la parole, le speech, et alors tout le monde, ouais, et on y va. Non, c'est, ouais, ah, j'ai de l'émotion parce que je suis déçu, j'ai un petit peu de colère sur ça, j'avais vraiment envie de prendre mon idée, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas reconnu. Et donc, accepter ce sujet de soit c'est une objection, soit c'est pas ma préférence, mais je peux vivre avec. Cette phrase de c'est bon, je peux vivre avec et on va avancer. Et forcément, on va trouver d'autres idées et au bout du compte, ça va bien se passer. Petite phrase que j'utilise pour moi, souvent que je me dis, c'est si on n'essaie pas, on ne sait pas. Alors, moi je viens de Rennes, je suis breton, donc j'ai pris mes copains en photo. Alors, du bas vers le haut, du plus light au plus simple, vers le plus compliqué à vivre. Parfois, avec notre client, ou en interne, hein, parfois c'est en équipe, hein, on vit un écart. Moi, j'ai un écart là par rapport à ce que tu pensais. Bon, voilà. Alors, on s'ajuste, on a un différent. Parfois, il y a un malentendu, c'est pas grave. On reprend, je te réexplique, ah, j'avais pas compris, c'est pas entendu, et on continue. Parfois, on arrive carrément sur un sujet de désaccord.
Alors attention, à partir de là, il y a l'émotion qui rentre en jeu. Un peu de colère, un peu de tristesse, un peu de frustration, un peu de... voilà. Essayez autant que possible de la reconnaître. Alors moi, pour ces sujets-là d'émotion, très clairement, je suis dans la posture de l'effort. Je suis tout dans la tête, dans le raisonnement, etc. Tout ce qui est lié à l'émotion. Voilà, ma compagne, elle, qui est plutôt en mode émotionnel, et je l'aime pour ça, et elle doit m'aimer pour l'autre chose, mais voilà, parfois il faut qu'on s'ajuste sur les sujets. Et donc, je dois faire un effort particulier d'observation pour aller voir, et essayer de reconnaître, voir à nouveau une émotion. Ok, là, visiblement, des rougeurs, ou alors l'œil qui commence à devenir brillant, ou la tremblote, ou des petites choses comme ça. Ok, il se passe quelque chose. Donc on est au-delà d'un écart, d'un ajustement, on est peut-être dans le désaccord, voire la discorde, la dispute. Et pire, la polarisation. Alors là, c'est une coupure, c'est moi je suis là, toi tu es là-bas, c'est comme ça. Bon, là, il vaut mieux un médiateur, ou quelqu'un, ou un objet autre qui vient nous retrouver et nous permettre de se retrouver ensemble. Voilà ce qu'on peut rencontrer au sein de l'équipe. Essayez de savoir à quel niveau vous êtes quand vous êtes dans une situation difficile. Alors je ne vous parle pas depuis tout à l'heure de toutes les situations faciles parce que je pense que vous savez très bien les gérer celles-là. Celles qui sont joyeuses, embarquantes, etc. Donc gardez-les, observez-les et puis continuez d'avancer. En revanche, quand on est dans ces situations, c'est souvent celles qui emmènent dans la rupture. Je reviens sur un de mes sujets qui m'intéresse, qui est la transformation de modèle économique durable. Ce qui n'est pas du tout dans la logique des choses, ce qui n'était pas dans la logique des choses jusqu'à il y a une dizaine d'années. Depuis 20 ans que je travaille là-dessus, et notamment sur un sujet qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité de la coopération, c'est-à-dire l'économie d'usage, on a un problème, c'est le sujet de la propriété. Et donc à un moment, dans le projet, quand on monte un projet, on embarque, donc il y a l'entreprise qui demande la transformation, je suis consultant, je les emmène avec eux, et on emmène les parties prenantes, on emmène les partenaires, les clients, les fournisseurs, et tout à coup, rupture. Et ça, c'est quand on entre, c'est quelque part la violence de l'entreprise. La violence, elle ne va pas se symboliser par quelqu'un qui va claquer les portes, gueuler. Enfin, j'espère que vous ne vivez pas trop souvent ça dans votre entreprise. Ça peut arriver. Mais le pire dans les projets à ce moment-là, c'est la rupture d'information. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se désengage. Plus de mail, plus de son, plus d'image. Alors qu'on était en train d'essayer de monter quelque chose. Alors qu'on était en train d'essayer d'emmener le client avec nous, de lui revendre quelque chose en plus. Bof, il n'y a plus rien. Est-ce qu'on peut éviter ce sujet? Est-ce qu'on pourrait oser le conflit pour construire des ponts et pas des murs? Oser le conflit pour éviter la violence. Un ami me disait, moi quand j'étais jeune, chez moi, il n'y avait pas de conflit. Mon père était au bout de la table, on mangeait en silence, et je l'ai vécu avec une grande violence. Beaucoup de gens disent « j'aime pas le conflit, je ne veux pas en parler ». Vous faites du mal à vous, vous êtes en conflit avec vous-même à ce moment-là. Vous êtes en impuissance vis-à-vis des autres à ne pas dire. Imaginez par exemple que vous arrivez au travail, il y a deux de vos collègues qui sont là en train de discuter. Alors visiblement, ça a l'air enlevé leur discussion, on n'est pas sur la discorde, mais ils sont en train de traiter un malentendu. Vous avez deux options. On peut imaginer, vous dites, oh là, ils sont en train de s'engueuler, je n'y vais pas. Donc, impuissance, je n'y vais pas. Et je me fais conflit à moi-même de ne pas y aller, parce que j'avais envie d'aller les voir, j'avais envie de leur dire bonjour, ou de leur dire quelque chose. Inversement, j'arrive, salut, ça va, et en omettant complètement le conflit qu'ils sont en train de gérer. Peut-être qu'on pourrait identifier une troisième voie. Donc la deuxième que je viens d'évoquer, c'est la toute-puissance. Donc d'un côté, on est sur l'impuissance,
L'autre, c'est la toute-puissance. J'impose, je m'impose au groupe, peu importe l'État, etc. Et peut-être que dans ce conflit, on peut arriver en disant « Salut, excusez-moi, est-ce que je vous dérange ? Et là, ils vont me répondre. Oui, c'est pas le moment, là, écoute, à tout à l'heure. Peut-être qu'ils vont pas dire super bien, mais c'est pas grave. Vous prenez sur vous sur ce coup-là, et ça va bien se passer. Ou alors, ah non, vas-y, viens, on était en train de... Ça tombe bien que tu viennes, justement, on était sur des conneries. Merci d'être là, on va prendre un café, et ça va bien se passer. Donc voilà, entre l'impuissance de ne rien dire et de ne pas aller dans le conflit, contre la toute-puissance de rentrer dans l'art des gens et puis de faire fi de toute émotion et de tout ce qu'il y a autour, on peut peut-être essayer oser le conflit. Alors vous comprenez qu'oser le conflit, c'est le conflit, non pas dans le sens d'un conflit de territoire, d'une guerre. Là, on parle de la liste des petits conflits que j'avais avant, qui peuvent être des écarts, des ajustements, des différends. Si vous voulez rentrer dans des sujets complexes, dans des sujets compliqués, dans des sujets où il y a une problématique là, qui ne se résout pas facilement, posez les choses. Si vous ne les dites pas, on ne va pas pouvoir avoir votre information qui est essentielle au potentiel blocage du projet. On reste donc, osez dire le conflit. Quelque part, vous avez peut-être entendu parler de CNV, la communication non violente. Si vous avez l'occasion, allez vous former à ces sujets-là, c'est top, c'est sympa, ça améliore la vie du quotidien pour plein de petites choses. En revanche, j'ai quand même constaté, parce que moi j'avais embarqué toutes mes équipes dans ces sujets de communication non violente, tout le monde avait été formé, très bien, donc plus de conflits. Enfin, super, ça va bien se passer, on va vivre. Ce qui s'est passé, c'est un effet que je n'avais pas anticipé. Certains étaient très à l'aise avec la communication non violente, et d'autres moins. Et ceux qui étaient moins à l'aise, en réunion, du coup, n'osaient plus. C'est la dernière fois. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais essayer de créer un conflit, mais je vais pas y arriver. Avec moi, ça jamais assez. Désolé. On était donc sur les sujets de créer des conflits. Je voulais utiliser votre entrée pour générer... Ça n'a pas marché. Bah non, j'ai une tête sympa en plus. J'ai bien compris que vous occupez de la sécurité. Donc, ce sujet-là de comment est-ce que je vais pouvoir rentrer dans le conflit avec la CNV, sauf que j'avais Thierry et Nicolas qui étaient vraiment pas très à l'aise là-dessus, et à défaut d'arriver, ils sentaient qu'ils n'arrivaient pas à la technique. Tout d'un coup, il y avait quelque chose qui montait dans leur tension, et ils n'avaient pas la technique, et du coup, ils disaient rien. Et hop, rebelote, on arrivait dans le ils n'osent pas le conflit. Donc, quelque part, allez vous former si vous pouvez, c'est top, ça vous fera une augmentation de votre développement personnel. À défaut, c'est pas grave, allez-y, tel que vous êtes, dites les choses, essayez de dire plutôt je, si vous pouvez, plutôt que les tu. Donc essayez de parler en je, essayez de dire ce que ça vous fait, et à partir de là, lancez-vous et dites ce que vous avez à dire pour les écarts, les différends, les ajustements. Peut-être reprenez juste ce vocabulaire et commencez par dire qu'est-ce que je ressens, est-ce que c'est ça, où est-ce que j'en suis, et dites voilà où est-ce que j'en suis, et ce que j'ai envie de nommer. Et ça va vous permettre de construire un pont. Il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, la personne qui est en face, ou les personnes qui sont en face, vont vouloir travailler de leur côté. Alors peut-être qu'elles vont exprimer, elles aussi, une contrainte, un désaccord, un ajustement, un différent. Et il faudra l'accepter. Sans entrer dans ce truc-là, juste une question. On est à quelle heure là? 10, 12, 14. 12, ça augmente vite. C'est décalage horaire. Et c'est ça dans le futur déjà, c'est normal. On est parfait en termes de timing, c'est génial. Donc, est-ce que vous avez déjà vu ça en équipe? Est-ce que vous avez fait une formation là-dessus? D'accord. Alors, je vous la fais très rapidement. Et s'il y a des gens, des collègues qui sont avec vous, qui ne sont pas là,
vous leur remontrez ça, vous le faites en famille, vous le faites en petite réunion, en démarrage avec des partenaires. C'est très très bien. Le triangle dramatique ou le triangle de Cartman. Presque systématiquement. C'est un passage de South Park, ça? Ouais, on pourrait. En tout cas, South Park va directement tout le temps dans ce sujet-là. Tous les films sont basés là-dessus. Imaginez une situation. On est deux dans un bureau. Il y a Georges qui est en face de moi et qui souffle. Oh, il fait chaud. Oh, il fait chaud. Oh, ça m'ennuie. Et donc, j'ai la fenêtre à côté de moi, j'ouvre la fenêtre. Et là, Georges me dit, oh, il fait froid là, viens ouvrir la fenêtre. On est deux dans le bureau. C'est pas toi. C'est ton frère. Et c'est moi. Je t'ai rien demandé, tu fais toujours des trucs que je t'ai pas demandé, et ainsi de suite. Et puis c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? On est tranquille, on n'est pas là-dedans au début. Tout va bien. Et puis, il souffle. Alors, il est quoi? Pas plein. Il se plaint. Donc, victime? Victime. Moi, je le prends presque comme persécuteur. À ce moment-là, enfin, une persécute, mais une persécute de sa victimisation. Je ne suis pas très au clair sur là où il en est. En tout cas, du coup, je prends l'autre posture. Sauveur. Sauveteur. Et je viens le sauver et j'ouvre la fenêtre. Systématiquement, quand vous faites ça, vous êtes quasiment sûr de vous en reprendre une derrière. C'est tout le temps la personne qui vient pour sauver le groupe. Non, là. Et puis alors là, il y a les deux qui se fâchaient. Ah, ils ont trouvé un nouvel objet sur qui taper. Et il y a des personnes, inversement, qui se complaisent dans le fait d'aider, dans la tristesse des autres, et qui, dans le côté sauveur, voire même, si mon copain ou ma copine, elle n'est pas en mode victime, ça ne m'intéresse pas trop en fait. Parce que si elle n'est pas victime, un peu chaud, moi, ouais, c'est ça. Merci de le dire. Eh bien, ce serait, je ne peux pas être en sauveur. Et ça se passe dans les couples non-stop, hein, ce petit truc-là. Il y a un sketch de Gad Elmaleh sur la clope qui est trop drôle. Il dit, moi quand je fume, j'aime bien être stressé parce que ça me déstresse. En fait, il essaie de réfléchir à comment se mettre à fumer. Donc c'est compliqué, mais avec persévérance, on y arrive. Et donc, il explique que des fois, il n'est pas stressé. Donc il faut qu'il se mette en situation de stress. Donc il rentre chez lui, il voit sa femme, et il dit, bah, qu'est-ce que t'as? Et ce qu'est-ce que t'as, il me renverse tout. Hein. Non, rien. Mais si, je vois bien qu'il y a quelque chose. Et non, rien, arrête. Si, je vois bien, c'est sans doute. Et puis là, vous ressortez un vieux dossier. Atroce. Et c'est reparti. Gad Elmaleh le fait bien mieux que moi et il explique comment rentrer dans le triangle pour énerver quelqu'un, pour qu'il soit en stress, pour qu'enfin, à la fin, il ait envie d'aller fumer. Et puis il finit par un truc, parce que c'est important quand même pour le couple, il dit, de toute façon, tu ne comprendras jamais. Bon. Comment est-ce qu'on fait? L'idée, c'est de ne jamais rentrer là-dedans. Par exemple, Thierry, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui rentre dans mon bureau et qui me dit, un peu en colère quand même, là, mais tu m'as demandé ça, c'est pas possible, on n'y arrive pas, c'est bien trop con. Donc, soit il est en train de m'accuser de quelque chose, donc il me persécute, alors soit moi je vais passer en mode persécuteur, parce qu'on frappait encore plus fort, puis mince, c'est moi le chef, ou alors je vais essayer de le sauver dans son problème, et ainsi de suite. Dans ces cas-là, c'est à peu près sûr qu'on ne trouve pas de solution et qu'on soit dans une espèce de boucle où on ne s'en sort pas. L'idée à ce moment-là, c'est de demander « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» D'obliger à aller vers une demande. Et la plupart du temps, en fait, c'était « Non mais rien, j'avais envie de te dire. » Ah, ok. Ouf, j'ai bien fait parce que sinon j'allais m'embarquer dans le sujet là, et ça allait partir, ça commençait à me piquer le nez. Donc, voilà, ça a permis d'éviter ce genre de choses. Faites tout ce que vous pouvez pour éviter d'aller dans ce triangle. Ou alors, vous détectez une situation qui le fait, et comme maintenant entre nous on est tous avertis à ce sujet, vous faites un petit clin d'œil. Allez, bon. On se fait un petit tour juste pour déconner, et puis vous surjouez le rôle de sauveur, de sauveteur, ou de victime, ou de persécuteur, et puis après vous dites, et puis vous rigolez, et puis vous passez à autre chose. Donc soit vous en faites une pièce de théâtre 2 minutes,
mais en faisant un clin d'œil à l'autre, en disant « je vois ce que tu es en train de faire, enfin, ce qu'on pourrait faire ensemble en allant là-dedans, et on ne va pas le faire. » Donc, habituez-vous à ce truc-là pour essayer au maximum de ne pas y rentrer. Et puis, si vous avez des gens qui sont souvent victimes et que vous voyez souvent les gens qui sont sauveurs et qui se complaisent dans ce rôle-là, essayez de les sortir de ce sujet, de cette relation qui n'est pas la plus adulte du monde. Je finirai sur ce point des questions pour reprendre une citation de Pasquier, qui est que finalement, vous vivez plein de relations commerciales insoupçonnées tout au long de votre travail avec les partenaires et les clients. À quel moment vous allez réussir à révéler une opportunité potentielle, une revente, aller plus loin que ce qui était proposé? Eh bien, par le questionnement. Essayez d'avoir un questionnement puissant. Essayez, dans une relation de réunion, de démarrage de projet, vous devez avoir posé, bien que ce soit vous qui arriviez en tant que potentiellement expert, 50 questions. Au moins. Il faut les préparer à l'avance pour avoir 50 questions. Essayez d'aller le plus loin possible sur les enjeux. Vous pouvez utiliser le CPCS. Je n'ai pas prévu de slide pour ça, vous pouvez le noter si vous le souhaitez. Contexte, problématique, conséquences, solution. Allez, au moins 10 questions ou 20 questions sur le contexte. Là, vous bombardez, vous devez tout savoir. 20 questions sur les problématiques. Juste entre les deux, vous allez juste demander en quoi vous êtes fort sur tel projet. Avant de passer à la problématique, vous allez voir, ça marche à tous les coups. D'abord, vous dites, ok, et sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quoi vous êtes particulièrement satisfait, en quoi vous êtes particulièrement efficace sur ce sujet-là. Ensuite, vous demandez la problématique. Alors là, parfois, ça y va, il y a plein de sujets qui défilent. Et posez la question, et ça a quelles conséquences, ces problématiques? Et ça va être les ingrédients dont vous allez avoir besoin là-dessus. Parce que vous allez même pouvoir le monétiser. Essayez même de demander cette conséquence, elle coûte combien pour vous? La réponse, à 99%, c'est oh, j'en sais rien, je sais pas, je vous dis ça, mais si on ne le fait pas, on risque de perdre des équipes, on risque de perdre notre marché. D'accord, ça a quel coût? Et là, la personne vous dit j'en sais rien. Alors essayez une technique, c'est le 5 500 5000. Mais ça va coûter 5 000 euros, 500 000 euros ou 5 millions d'euros. Ah non! Et puis là, il vous donne un chiffre. Approximatif, on s'en fout. Mais vous savez si c'est 5 euros, 500 000 euros ou 5 millions. Et ça, c'est très puissant. Et enfin, donc on a dit contexte problématique, les conséquences, et demandez-leur les solutions. Pourquoi? Parce qu'ils vont déjà vous énoncer tout ce qu'ils ont déjà imaginé. Et vous allez venir en ajoutant les solutions qu'ils n'ont pas imaginées. Et vous n'allez pas perdre votre temps à redire des solutions qu'ils ont déjà imaginées. Donc utilisez cette petite technique du CPCS, contexte, problématique, conséquences, solutions, et ça va vous permettre de décoller. Je vous ai préparé une petite liste de questions. Alors là on est, ça c'était niveau 1, et là on est niveau 2. Vous pouvez parler d'un scénario catastrophe. Sur quoi votre équipe doit-elle se focaliser pour ne pas trouver la solution? Ça, c'est très drôle comme question. Parce que, vous savez, c'est d'abord, on va imaginer comment ne pas trouver la solution, et une fois qu'on a dit tout ce qu'il faut, c'est la technique de dire ce qu'il ne faut pas faire, pour ensuite dire d'accord. Alors du coup, on va faire l'inverse. Quelle différence faites-vous entre lâcher prise et abandonner? Abandonner une idée, la délaisser, puis on s'en va. Ou quand on est dans un projet, que c'est dur, parce que finalement, c'est pas comme en escalade, on lâche une prise pour en reprendre une autre ailleurs. Si cette piste, on imagine, on est dans un projet,
ça ne va pas. Et si cette piste n'est pas envisageable, quelle est l'autre solution? Allez-vous tenter? Questionnez les partenaires, etc. sur ces solutions. Allez, une question pour vous. Qui n'exploite pas pleinement votre potentiel? Je vous les enverrai cette question parce que c'est des questions généralement où là les yeux se lèvent au ciel et puis attends, je ne peux pas te répondre là comme ça tout de suite. J'ai besoin de répondre. Vous pouvez poser aussi la question, quel est votre projet pour nous, pour notre relation, pour notre relation ou pour notre projet? N'hésitez pas à poser la question de la relation avec les clients. Quel est votre projet? Quel est votre projet pour nous là? Qu'est-ce que vous envisagez? Comment vous le voyez? Comment vous nous voyez faire équipe et coopérer? Quelles sont les 3 dernières fois où votre intuition avait raison contre toute logique? Et sur quoi allez-vous mobiliser votre équipe alors que les résultats ne sont pas garantis? Du coup, je termine par celle-là parce que c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, on n'a plus qu'à imaginer qu'il n'y a plus qu'un jour, et c'est demain, pour une belle réussite de Sistra en 2024. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Aurélien. Avec plaisir. À quel point êtes-vous affamé ou avez-vous affamé d'informations, de questions? Est-ce qu'il y a un point qui vous a particulièrement marqué? Moi, merci beaucoup. J'ai trouvé c'était super. Vraiment, il y avait tellement de points, je me suis dit à un moment, c'est presque trop riche. Moi, je note, il y a plein de points. Il y a un premier point que j'ai beaucoup aimé, je trouve, qui est très très en relation avec le groupe auquel vous vous adressiez, qui est cette notion d'efficience. Je pense qu'on est très très clairement là-dedans. Alors, vous et le reste de la DPU, il reste, notre objet, c'est d'être efficient. On a un marché, comment on en fait ni trop ni trop peu. Je pense que cette notion d'efficience est à développer. Je la retiens pour une fois prochaine. Je l'ai trouvé effectivement très intéressante. J'ai beaucoup aussi aimé cette notion autour de comment j'ai bien aimé la liste d'une équipe qui marche, une équipe qui marche pas. La maturité, les indicateurs de maturité. J'ai trouvé ça très intéressant, quand même, là aussi, de comment on peut animer une équipe et à quel moment on se dit ok, j'ai atteint quelque chose. Je pense qu'il y a besoin effectivement de ça pour que ça fonctionne bien. Et puis il y a cette notion de je me pose 50 questions. Alors j'avais personnellement suivi une formation que j'avais beaucoup aimée, que je n'ai pas réussi encore à développer au sein de la DPU, là, avec d'autres, cette notion du questionnement systémique. Comment effectivement derrière un projet, derrière une demande du client, comment j'arrive à aller chercher la réalité de son besoin, qu'est-ce qu'il a, voilà, ça rejoint la belle photo là, du carré et du cercle là. C'est effectivement à travers ce questionnement systémique avec le client que j'arrive effectivement à bien déterminer son besoin et à partir de là d'y répondre. Voilà. J'ai trouvé que la présentation et votre exposé était très très riche. Et je faudrait presque en faire des sous-exposés. Voilà, pour qu'on puisse les J'entends cette partie-là, c'est le foisonnement, la richesse. Donc merci beaucoup. Merci à vous pour votre histoire. Très bien. Merci. De toute façon, Aurélien et Vincent restent déjeuner avec nous. Donc, si vous aurez l'occasion de leur poser des questions si vous souhaitez. Et sinon, vu qu'il est pile midi et demi, on est toujours à l'heure chez DSU, hein, c'est bien connu. Je vous propose donc de prendre le déjeuner chez là, je pense que c'est dans l'autre bâtiment, c'est ça, hein, donc dans le restaurant où on était hier soir. Alors, il n'y aura pas le disjockey, hein, ni les bouteilles d'ailleurs. On se retrouvera ici à 14h, c'est ça? Ici? Oui, c'est ici, je crois. Ici. Ils vont ouvrir la salle encore un peu.
pour une dernière activité qui j'espère vous plaira beaucoup. Un peu de fun avant de partir, avant le week-end. Voilà. Tout va bien? Super. Merci. Bonne appétit, alors. On peut laisser vos affaires là ou pas oui, vous pouvez laisser vos affaires là, je pense qu'on va revenir ici. Laissez vos sacs, il n'y a pas de souci. Ouais, je vois ça, disons. Qui va là, je sais. Mettez-les peut-être sur un banc, sur un côté, parce que je pense qu'ils vont enlever les chaises.